À l'occasion de la parution de la 4e édition du livre Tétanos, le mirage de la vaccination, son auteur, Madame Françoise Joé, répond dans cette interview à nos questions. Bonjour. L'argument principal des pro-vaccinalistes, prévenir, ça rapporte moins d'argent à Big Pharma que de guérir. Qu'en pensez-vous ? Alors, je dirais qu'il faut bien s'entendre sur le mot prévention. Aujourd'hui, tous les acteurs de la santé ont ce mot à la bouche. Et naturellement, les vaccinations pour eux, c'est la meilleure des préventions. D'ailleurs, les vaccins ne sont pas faits pour guérir, mais bien pour rendre malade, puisque la théorie veut que l'on inocule une maladie à minima pour en éviter une à maxima. Mais il ne faut pas croire que ça rapporte moins que les médicaments curatifs. Les labos se font une concurrence acharnée pour la production de vaccins. Car le jeu en vaut la chandelle. Ce sont des milliards de bénéfices. Cependant, avec les vaccins, on est très loin de la vraie prévention, qui, elle, renforce nos défenses, au lieu de les perturber avec des produits contenant un cocktail d'adjuvants toxiques. La vraie prévention, eh bien, elle passe par l'amélioration des conditions de vie, par une bonne alimentation, une eau potable, une hygiène à tous les niveaux. Or, ce n'est pas vers cela qu'on tend. Bien au contraire, vous le constatez, les poisons s'accumulent. Redéfinissons le mot prévention et surtout qu'on ne vienne pas nous dire que la prévention vaccinale telle qu'elle est pratiquée avec un marché en expansion n'est pas rentable pour Big Pharma. Et dans ce contexte, il est évident que l'industrie pharmaceutique et ses alliés feront tout pour empêcher la guérison ou pour simplement la préservation de la santé grâce à des traitements simples, peu onéreux et performants, comme l'homéopathie ou autres médecines alternatives susceptibles de les priver de la manne que le système actuel génère. Big Pharma entend bien maintenir les gens dans un état de dépendance médicale. Par exemple, les pédiatres, ils savent très bien qu'ils reverront les enfants qu'ils ont vaccinés pour des problèmes de santé ultérieurs dont l'origine remonte à la vaccination, mais le lien ne sera jamais fait. On préférera bien entendu parler de coïncidence. Et lorsque les dégâts vaccinaux sont énormes et patents, comme c'est le cas par exemple avec le vaccin contre les papillomavirus, eh bien on va nier la réalité et refuser d'arrêter la vaccination, alors qu'il y a des morts et de lourdes pathologies. Belle prévention que celle capable de tuer pour ne pas tarir la source des revenus. Et ce, en toute impunité. C'est cela sans doute qu'on appelle sauver des vies. Sachez que c'est un vrai calvaire pour les victimes de faire reconnaître les dommages vaccinaux. Voilà ce que je peux vous dire. On parle de préserver la santé publique pour que les enfants ne puissent contracter des maladies à l'école, alors qu'ils peuvent les contracter dans des parcs ou tout simplement au contact d'autres enfants dans les grandes surfaces. Cet argument tient-il la route ? Alors, il est bien évident que la vie en société comporte des risques en tout genre. L'obligation vaccinale, n'oublions pas, vise les enfants en collectivité, comme si les groupements d'enfants généraient automatiquement des dangers sanitaires. En réalité, c'est une façon de faire passer la loi d'obligation en brandissant la peur de la contagion collective et ainsi d'instaurer des contrôles qui sont beaucoup plus faciles dès lors qu'il y a une communauté. Mais je dirais que préserver la santé publique, ça passe par des mesures de bon sens d'abord. Je vous donne des exemples. Sans le préfet poubelle, il n'y aurait pas de propreté dans les rues. Sans le chimiste Berthold, son eau de javel, on n'aurait pas assaini l'eau et évité ainsi de nombreuses maladies. Sans le courage du docteur Semmelweis, qui demandait aux accoucheurs de se laver les mains, eh bien, les femmes continueraient sans doute à mourir de fièvre puerpérale. Sans le chirurgien Alexis Carrel et le docteur Baquin, les opérations auraient continué à être plus périlleuses, etc. Et combien d'autres personnages souvent méconnus ont ainsi préservé efficacement la santé publique par des moyens d'hygiène. D'ailleurs, c'est avant tout l'asepsie qui a permis de mettre fin aux épidémies. C'est elle aussi qui fera disparaître le tétanos néonatal et non pas la vaccination des mamans.
Remarquez qu'on se garde bien de parler de santé publique quand il s'agit de maladies de civilisation comme le cancer. On s'est focalisé, faut pas oublier, sur les maladies infectieuses, en bon disciple de Pasteur, en appliquant à la lettre ses postulats. Mais réfléchissons, ne vaudrait-il pas mieux respecter le cycle naturel de la vie ? En ce qui concerne les maladies infantiles, les vaccins ne font que déplacer le problème et le complexifier. Ne serait-il pas préférable que les enfants fassent leurs maladies infantiles à l'âge opportun, dans de bonnes conditions, et non pas plus tard, sous des formes bâtardes et plus dangereuses? Je vous pose la question, que désirez-vous? Une rougeole ou l'autisme? Car c'est ça le problème. En plus, les maladies infantiles ont leur utilité. Elles fortifient l'enfant, qui passe une épreuve, mais souvent en vainqueur, car rares sont les exceptions, sauf à être porteurs d'autres problèmes de santé. En restant au lit quelques jours, les enfants en triomphent, même si ça embête un peu les parents. C'est vrai, j'ai souvent entendu des parents me dire « Ah, je les vaccine, car je ne veux pas prendre de congé pour les soigner. » Or, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sans arrêt chez les médecins après la vaccination, parce que l'enfant est toujours patraque, il y a toujours quelque chose. Ces maladies infantiles sont des maladies de nettoyage et d'élimination. Elles aident l'enfant à devenir adulte, à affirmer son identité et à solidifier son système immunitaire, alors que les vaccins le déstructurent. Voilà. Justement, comment expliquer que l'on vaccine à quelques jours de naissance seulement, alors que le système immunitaire de l'enfant est immature et ne le sera qu'aux environs de 5-6 ans? Oui, précisément, cela reprend un peu ce que je viens de dire. Vacciner un bébé dès la naissance, ou même à 2 mois, est une véritable aberration, car les vaccins viennent interrompre un processus et le contrecarrent. C'est le fait de rencontrer des germes et de les combattre par les moyens extrêmement efficaces que nous a donné la nature. C'est cela qui fortifie notre système immunitaire. Regardez un bébé. Il est, dès la naissance, confronté à un monde rempli de microbes. Et pourtant, il grandit, il profite, simplement en tétant sa mère. N'est-ce pas miraculeux? L'immunité que se forge l'enfant naturellement est solide et permanente. Pas besoin de rappel. Mais voilà, la seule chose que voient les vaccinalistes, c'est le taux d'anticorps après vaccination. Peu importe que le système immunitaire soit immature, ils s'en fichent. Si le taux correspond à leurs normes, il y a protection, point final. Vous me direz, où est la science dans tout cela? J'ajouterai quand même aussi une petite remarque. Pour les fanats de la seringue, les bébés sont très faciles à saisir, car en exerçant des pressions sur les parents qui viennent d'avoir un enfant et qui sont anxieux, qui cherchent à faire au mieux pour leur bébé, eh bien, les pédiatres sont sûrs d'obtenir leur consentement au niveau des vaccins. C'est du pain béni pour eux. N'est-il pas légitime de se méfier de l'État après les nombreux scandales sanitaires comme la fausse pandémie de grippe A H1N1 de 2009 ou plus grave encore, le scandale du Mediator de Servier? D'autant que l'on sait que l'ex-ministre de la Santé Roselyne Bachelot ou l'actuelle Agnès Buzyn ont toutes deux été salariées dans l'industrie pharmacochimique? Oui. Je ne saurais dire quel est le scandale le plus grave parmi tous ceux qu'on a connus depuis un demi-siècle et qui ont fait un grand nombre de victimes, depuis le talcum orange jusqu'à aujourd'hui, le Mediator, etc. Toujours est-il que les conflits d'intérêts discréditent totalement les individus qui prétendent œuvrer pour le bien public. Ces personnes ne sont absolument pas fiables. Il faut donc effectivement se méfier de tout ce qui émane de soi-disant experts liés à l'industrie pharmaceutique et que l'État, son complice, nous présente comme des sauveurs. Dans un système aussi corrompu, on peut assister, effectivement, à des mascarades gigantesques comme la grippe H1N1, qui en plus a été un gouffre financier, mais aussi à des génocides par usage de produits dangereux mis sur le marché par appât du gain.
ou encore, et ça c'est très grave, à des massacres d'innocents rendus autistes ou grabataires ou gravement handicapés par des vaccins administrés de force et sans discrimination. Qu'en est-il du fameux taux de couverture vaccinale de 95% que tout le monde répète et qui garantirait une protection générale pour enrayer une maladie? Alors là, justement, le gouvernement dit qu'il répond aux demandes de l'OMS qui demande 95% de couverture vaccinale. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une fantaisie scientifique. Personne ne sait, c'est des modèles mathématiques qui représentent de la science, comme moi je représente un joueur de lutte, si vous voulez, de dire un jour avec 95% truc, c'est pas vrai du tout. Alors, la couverture vaccinale, je vais vous dire, c'est une vaste supercherie. Mais elle conforte le dogme vaccinal, qui stipule que plus le taux de vaccinés est élevé, plus on rompt la chaîne de contagion et moins il y a de diffusion des germes. Cette théorie, en soi, est séduisante et plaide en faveur de l'obligation vaccinale. Cependant, elle n'est pas corroborée par les faits. Plusieurs remarques de bon sens s'imposent d'emblée. J'en donnerai 4. Premièrement, si les vaccinés sont protégés, en quoi les non-vaccinés peuvent les menacer? Question. Deuxièmement, pour avoir un effet absolu, il faudrait que 100% de la population soit vaccinée. Or, c'est impossible. On sait que même 90% est un chiffre rarement atteint. Tout ça en tenant compte d'ailleurs de toutes les tricheries liées aux statistiques. Troisièmement, comment se fait-il que c'est précisément dans les populations les plus vaccinées qu'apparaissent les plus fortes poussées épidémiques? Des rougeoles dans des populations vaccinées intensivement. Comment expliquer, quatrièmement, que c'est lorsque l'on arrête de vacciner massivement que les maladies régressent et finissent par disparaître? Le cas de la variole étant absolument exemplaire. En réalité, la notion de couverture vaccinale n'a pas de fondement scientifique. Elle permet simplement aux vaccinalistes de justifier la contrainte et l'obligation légale. En présentant les non-vaccinés comme de dangereux porteurs de germes, qui répandent des maladies, ou qui les font ressurgir, ou qui créent des foyers d'infection, eh bien, elle culpabilise les réfractaires et suscite l'agressivité générale contre eux. Ils deviennent des boucs émissaires. Or, je dirais que les foules aiment qu'il y ait des boucs émissaires, car elles se déchargent sur eux. C'est libératoire. En outre, ça focalise l'attention sur un élément sensible qui est la solidarité entre citoyens. Comme ça, les gens ne voient pas les entourloupes du système. C'est très ingénieux, la couverture vaccinale. Concernant par exemple le virus de la grippe et sa vaccination annuelle, les gens ne savent pas que le vaccin qui leur a été inoculé est inutile car souvent le virus a déjà muté depuis la fabrication du vaccin 6 mois plus tôt. Comment expliquer une telle légèreté, de telles approximations? Oui, vous avez raison de vous interroger. L'exemple du vaccin contre la grippe, néanmoins, fait partie du scandale vaccinal au même titre que les autres vaccins, car il ne faut pas croire que certains soient plus défendables que d'autres. Mais ce qui frappe, en l'occurrence, ce sont les campagnes annuelles qui visent les seniors. Là, on met le paquet, alors qu'on sait très bien que le vaccin ne correspond jamais au virus en circulation au moment où l'on vaccine la personne. Mais le mythe est là, et la mécanique est bien huilée. Les personnes âgées sont très malléables et se laissent facilement abuser. Pourtant, pour celui qui s'informe, l'inefficacité du vaccin a été démontrée à maintes reprises. C'est dans la littérature médicale, sur des pages et des pages. Il suffit, pour être éclairé, de se référer par exemple à la base de données de la collection Cochrane, qui a fait un travail officiel très approfondi sur le sujet. Et d'autre part, vous pouvez lire les journaux et vous constaterez chaque année des hécatombes dans les maisons de retraite après les séances de vaccination. Mais le dogme vaccinal est tellement ancré dans les esprits
que rien ne peut l'ébranler. Alors, les fabricants de vaccins ne s'embarrassent pas de scrupules et les approximations passent pour de la science, entre guillemets. La nouvelle obligation vaccinale décidée à partir du 1er janvier 2018 contient 11 valences, contrairement à la précédente qui n'en contenait que 3, c'est-à-dire le DTP. Par exemple, ce dernier n'était plus disponible sur le marché afin de pousser tout le monde à utiliser le pentavalent ou l'hexavalent, plus rentable pour l'industrie. Malgré une décision du Conseil d'État qui obligeait le gouvernement à mettre à la disposition des Français le seul DTP dans les 6 mois, la ministre de la Santé a piétiné cette décision judiciaire et a préféré imposer 8 nouvelles valences aux 3 précédentes. Ceci malgré une défiance populaire de plus en plus importante. Comment expliquer un tel comportement? Pourquoi ce passage en force? Je dirais qu'on aurait pu penser que l'obligation vaccinale allait être supprimée en France, surtout après certaines déclarations officielles émanant notamment du Haut Conseil de la Santé publique. On a entendu des phrases du genre « la vaccination, ça marche mieux quand il n'y a pas d'obligation » ou bien « la persuasion est plus efficace que l'obligation » ou encore pas d'obligation mais une proposition systématique. Voilà ce qui avait été proposé, c'est-à-dire une obligation indirecte, mais pas légale. La France se serait trouvée alors dans une situation similaire à celle de nos voisins, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, etc., des pays qui n'ont pas d'obligation légale. Mais avec le changement de gouvernement, le vent a tourné. Et les obligations, au lieu de disparaître, se sont renforcées. Alors, on peut trouver cette situation plusieurs raisons. Premièrement, il ne faut jamais oublier que la France, terre de Pasteur, a toujours été un pays très vaccinaliste. L'obligation pour la variole, le BCG, le DTP a duré plus longtemps dans notre pays que dans les autres Européens qui ont vite abandonné les obligations ou même qui ne les ont jamais instaurées. En même temps, la France est le pays où la défiance et la lutte pour la liberté vaccinale ont été les plus constantes et les plus structurées. Le gouvernement autoritaire actuel a voulu passer en force sans concertation. C'est complètement anticonstitutionnel. Deuxième raison, c'est que la France, l'Italie, je crois le Portugal, la Grèce, sont des pays désignés par l'OMS comme étant peu disciplinés au niveau vaccination. Il fallait donc qu'ils rectifient leur comportement pour augmenter la couverture vaccinale et devenir, en somme, de bons élèves. Alors, notre ministre a immédiatement applaudi. Troisième raison, c'est que l'État a voulu, dans le calendrier vaccinal, me semble-t-il, mettre un terme à l'embrouille entre vaccins obligatoires et vaccins recommandés. Les rendre tous obligatoires était une simplification commode. Néanmoins, je signale qu'il ne faut pas oublier que l'État est responsable et doit assumer la réparation des dommages de tout vaccin obligatoire. Or, la situation actuelle risque d'engendrer des batailles d'experts et des tracasseries juridiques infinies. En effet, dans la mesure où sont administrés 11 vaccins, voire plus, pratiquement en même temps chez des très jeunes enfants, comment les spécialistes vont-ils pouvoir déterminer quelle est la valence à incriminer lors d'une pathologie a priori post-vaccinale? Cela est quasiment impossible. Surtout avec les vaccins hexavalents. Bien que l'on sache parfaitement attribuer à certains vaccins tel ou tel effet secondaire notoire et officiellement répertorié. Donc, j'imagine qu'il faut s'attendre à ce que l'État botte en touche sur tous les dossiers d'accidents vaccinaux qui lui seront soumis. Voilà qui assure l'impunité aux responsables. Vous me direz que c'était déjà un peu le cas. Oui, mais là, l'imbroglio est beaucoup plus grand et la difficulté pour les parents leur fera peut-être baisser les bras. Concernant votre livre, quel est le point le plus important que vous aimeriez souligner? Bon, quand on oblige un citoyen à recevoir quelque chose dans son corps, son devoir est de s'informer avant de subir. N'oublions pas que le corps est inviolable selon la Constitution. Or, où ce citoyen va-t-il trouver de l'information? Tout ce qu'officiellement on va lui dire
ce n'est que propagande mensongère. Et le cas du vaccin antitétanique en est le meilleur exemple. C'est pourquoi j'ai jugé indispensable d'écrire ce livre pour démystifier une vaccination qui repose sur une énorme duperie. Alors, le tétanos est une maladie non immunisante. Elle se déroule sans la participation du système immunitaire. Comment un vaccin pourrait-il immuniser si la maladie elle-même n'immunise pas? Cette question est essentielle. Et la réponse, eh bien, nous l'avons dans l'étude de la genèse de l'infection. Le bacille du tétanos, je le précise, ne peut se développer et donner la maladie tétanos que s'il trouve dans un milieu, que s'il se trouve dans un milieu en anaérobie stricte, c'est-à-dire en absence absolue d'oxygène. Comme c'est le cas par exemple d'une blessure contuse, fermée, où il n'y a pas d'air ni de sang qui circule. Or, la vaccination, elle va produire des anticorps qui vont se trouver dans la circulation sanguine en milieu aérobie, puisque le sang véhicule de l'oxygène. Ces anticorps ne vont donc jamais rencontrer le bacille tétanique qui aura tout son temps pour passer directement dans le système nerveux et où il provoquera les dégâts typiques de la maladie. Nous ne sommes donc pas du tout dans une situation où les anticorps vaccinaux peuvent protéger. Lorsque le professeur Ramon a mis au point son vaccin, il n'a pas tenu compte de cet élément essentiel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a injecté des bacilles du tétanos à des lapins, puis ensuite il a injecté son anatoxine. Résultat, aucun lapin n'est mort, car le jeu antigène-anticorps a bien fonctionné. Mais ce n'est pas ainsi que se déroule la maladie. Contre un bacille en anaérobie, les anticorps sont impuissants et ne peuvent en rien protéger à l'avenir. C'est ainsi que les porteurs d'un taux très élevé d'anticorps antitétaniques font quand même un tétanos. Le vaccin est donc parfaitement inefficace. Ce point est vraiment primordial, car il illustre ce qu'est le système vaccinal. Une coquille, mais qui prétend s'imposer pour le bien de l'humanité. Y a-t-il plus grande tromperie? Je vous le demande. Alors, bien sûr, j'ai résumé ici un point essentiel. Il y en a d'autres et le livre donne des détails sur la vaccination et la maladie. Quelques mots au sujet du génial professeur Delbé? Ah oui, le professeur Delbé, comme vous dites, était un chirurgien remarquable, très réputé à son époque, extrêmement consciencieux et très soucieux d'améliorer les traitements des malades, particulièrement dans les opérations qui étaient nécessaires après la guerre de 14. Il fut le premier à expliquer devant l'Académie des sciences le rôle antiseptique du chlorure de magnésium, produit extrêmement bon marché. Et c'est pourquoi il a voulu aussi présenter à l'Académie de médecine les découvertes de son ami le docteur Neveu sur les bienfaits du chlorure de magnésium dans la lutte contre la diphtérie, la polio et le tétanos, avec des exemples très précis. Mais l'Académie de médecine dédaigna de publier sa communication, prétendant qu'il existait un vaccin et qu'il fallait privilégier ce vaccin. Je pense qu'à ce moment-là, le professeur Delbé a certainement compris toute la dimension qu'allait prendre le dogme vaccinal, et ce, au détriment de toute autre méthode de prévention. Il a été extrêmement désolé de cette situation et je pense que jusqu'à la fin de sa vie, il aura compris que l'Académie de médecine ne le soutiendrait pas dans tout ce qu'il pourrait proposer à partir du chlorure de magnésium dans les maladies pour lesquelles existent des vaccins. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Revenons à la nouvelle obligation vaccinale. Avez-vous des solutions concrètes à proposer à nos auditeurs et lecteurs? Que pensez-vous de l'école à la maison, par exemple? C'est difficile de donner des solutions. Je dirais que dans un pays démocratique, une loi liberticide se doit d'être combattue et supprimée. Car nous avons tout un panel de lois qui garantissent
garantissent les libertés fondamentales et qu'on n'a pas le droit de violer impunément. Évidemment, lorsque la situation semble totalement bloquée, car je rappelle que Mme Buzyn a bien dit qu'il n'y aurait pas d'exemption ni de clause de conscience en matière de vaccination. Alors, dans ces cas-là, évidemment, les choses sont très compliquées pour les parents qui ne veulent pas vacciner leurs enfants, non pas par négligence, comme on veut bien le dire, mais au contraire, par perspicacité, objectivité et information. Certes, un certificat médical en bonne et due forme signé par un médecin est toujours valable. Mais c'est tout. Certains parents qui ont les moyens de payer un avocat peuvent intenter une action en justice, mais hélas, rarement couronnée de succès. La liberté, on la piétine. Je pense que si les vaccinations sont passées en force, il faut que les parents se défendent en force, notamment en réclamant des garanties écrites, prouvant que les vaccins exigés ne sont pas susceptibles de causer des dommages sur leur enfant. Et tant que ces garanties ne sont pas fournies, pas de vaccination. C'est la moindre des choses, car les vaccins s'adressent à des biens portants qu'on n'a pas à rendre malades. Actuellement, la sanction la plus grave, la plus forte, c'est l'exclusion de l'école pour les enfants non vaccinés. C'est quand même une sanction forte. Alors, comme c'est l'instruction qui est obligatoire et non pas l'école, on peut faire l'école à la maison. Oui, bien sûr, c'est une solution, si les parents peuvent le faire. Faite dans de bonnes conditions, l'instruction à domicile donne généralement des enfants épanouis et tout à fait capables ensuite d'entreprendre des études supérieures brillantes. Il faut que les parents se renseignent bien. Il y a pour cela beaucoup de documentation sur Internet. Il faut aller dans les mairies, s'informer. Il faut savoir cependant que des contrôles par des inspecteurs d'académie sont prévus. Pour moi, je dirais que c'est une bonne solution si des conditions optimales sont réunies. Il ne faut pas que les enfants souffrent. Bon, il existe par ailleurs des écoles alternatives qui sont plus souples et plus ouvertes sur le problème des vaccinations. Vous avez De Crowley, Freinet, Montessori, Steiner-Waldorf, etc. Il y en a dans toute la France et elles connaissent actuellement un vrai succès. Je peux dire qu'on s'achemine vers un clivage entre l'enseignement dispensé dans les écoles traditionnelles et une autre forme d'enseignement libéré des carcans officiels. Pour finir, je dirais que j'espère que l'éveil des consciences individuelles contribuera à faire tomber les structures inquisitoriales que nous connaissons aujourd'hui. Il faut que le libre choix en matière de vaccination soit accordé légitimement à tous les citoyens. Pour cela, nous avons le devoir de dénoncer fortement les mensonges, les abus, voire les crimes depuis trop longtemps perpétrés par les tenants de l'orthodoxie vaccinaliste. Des associations pour la liberté vaccinale aideront les parents à y voir plus clair et à se forger une opinion. Car être informé pour pouvoir faire un choix libre et éclairé fera de nous tous des citoyens responsables et non plus des sujets qui subissent. Merci beaucoup. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses avec 3 industriels, Sanofi, GSK et Novartis,
ça représente 1 milliard d'euros. C'est un grand succès. Les Français vont dans les centres de vaccination, ils se font vacciner. Vous savez, la bataille de la vaccination n'était pas gagnée il y a seulement 15 jours. Et nous avons décuplé la fréquentation des centres de vaccination. On est passé de 10 000 par jour à 120 000 par jour en quelques jours, avec des difficultés de logistique bien compréhensibles devant cette adhésion de plus en plus importante des Français à la vaccination anti-grippe. La vaccination, c'est la meilleure politique de prévention. La vaccination, ça ne se discute pas. Est-ce qu'on est obligé de choisir entre Henri Joyeux et Marisol Touraine? Écoutez, elle est bien gentille, c'est une économiste, elle ne connaît rien à la santé. Il est obligatoire, le DTP. On est bien d'accord. Non, il n'est pas obligatoire. Le DTP n'est pas obligatoire. Il est recommandé. Le BCG, oui. Il est recommandé pour la vaccination contre... C'est recommandé... Diphtérie, tétanos, poliomyélite, il n'est pas obligatoire. J'ai vu un bébé mourir d'une rougeole, une encéphalite liée à la rougeole. Et bien, quand vous avez vu ça une fois dans votre vie, tous ces gens qui font de la désinformation, je ne les lâcherai pas. Les gens ne font pas vacciner leurs enfants comme ils devraient, qu'on n'a pas une couverture vaccinale suffisante. Et si vous avez ouvert les journaux cet été, vous avez vu l'épidémie de rougeole qui est dramatique. Voilà. On a des gens qui meurent de rougeole en France parce qu'il y a de la désinformation autour des vaccins. Et ça, c'est dramatique. Donc il faut se faire vacciner. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode un petit peu particulier qui se fait avec le soutien du ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que l'aide de l'Institut Pasteur. Et aujourd'hui, on va parler de vaccins. Il y a un problème avec le vaccin? Non, je l'ai pas encore fait. Et du coup, t'as chopé une maladie, c'est ça? Non, je sais pas quoi faire, c'est ça qui me rend malade. Ah bah oui, bon, attends.